le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florian Gommet. Florian se qualifie maintenant d'aventurier hygiéniste. Il a pris un nouveau tournant en consacrant toute son énergie pour communiquer autour des lois du vivant qui ont trait à la santé via des consultations et des stages, tout en poursuivant ses explorations du vivant. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Florian. Bonsoir Julien, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Comment vas-tu ? Eh bien, en pleine forme, après 2 jours de jeûne pour la nouvelle lune, un rituel que j'ai depuis 1 an maintenant, où j'en profite pour reposer et nettoyer le corps, et après on se sent en pleine forme, voilà, ça permet de remettre les pendules à l'heure, comme je dis. Tu m'étonnes. Et alors ça, je connaissais pas ce... Alors c'est quelque chose que toi tu as mis en place à titre perso ou j'allais dire, est-ce que c'est recommandable spécialement pour les nouvelles lunes ou c'est par rapport à ton cycle perso ? Alors, j'ai pu observer que c'était soit aux nouvelles lunes, soit à la pleine lune que je pouvais avoir des crises d'élimination, c'est-à-dire que le corps reçoit plus d'énergie et quand il a reçu plus d'énergie, il l'utilise pour faire ce dont il a besoin. Et en général pour faire sortir des poisons. Donc c'est pour ça que c'est en général à ces périodes-là où on peut tomber malade. Donc quand on fait un jeûne à ce moment-là, surtout si on l'associe avec une purge, eh bien on jeûne au moment où le corps a le plus d'énergie, ce qui fait que le nettoyage est plus efficace. Et ça évite de faire une crise d'élimination aussi. D'accord, ok. Non, c'est intéressant, je savais pas. Autant moi, je suis très sensible au niveau de mon sommeil sur les nouvelles lunes et les pleines lunes, 2-3 jours avant et 2-3 jours après. Mais autant ça, c'est une info que j'avais pas, donc c'est intéressant. Alors, Florian, avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter un peu comme d'habitude pour toutes les personnes que j'accueille ici, parce que je dis à chaque fois en fait que tu es la meilleure personne pour te présenter. Donc, qui es-tu, Florian ? Alors, j'ai 36 ans. Enfant, j'étais passionné d'astronomie. J'ai fait maths sup, maths spé. Après, j'ai fait une école d'ingénieur. J'ai quitté, je suis allé à l'université. Et puis, mon rêve de devenir astrophysicien, je l'ai un peu raté. J'ai pas réussi à avoir les écoles, ce qui fait que je me suis rabattu sur le métier d'enseignant, prof de maths, que j'ai exercé pendant 2 ans. Et je me suis rendu compte que ma mission de prof m'échappait, que j'ai pas l'impression de faire quelque chose d'utile, ni pour moi, ni pour les autres. Donc là, j'ai démissionné de mon poste et puis là, je savais plus du tout quoi faire parce que pendant quasiment 25 ans, pour moi, c'était on suit, on fait bien son travail à l'école et puis derrière, la société nous pourvoit un travail de qualité derrière si on a bien étudié. Et puis au final, pas du tout. Je me retrouve avec un diplôme, un master, un CAPES. Et à part prof, j'ai quasiment aucun débouché. Et puis, je suis un peu blasé par le système parce que voilà, j'ai étudié, j'ai fait tout ce que la société me demandait en tant qu'enfant, après adolescent et jeune adulte. Et au final, je trouve que je suis pas récompensé. Donc, je crois plus dans les valeurs de la société. Donc, je me dis, il faut que je trouve autre chose où guider mes pas. Et c'est à ce moment-là que je découvre les livres de Mike Horn, qui m'ont beaucoup inspiré dans cette transition. Et en lisant ces livres, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ça que je veux faire. Et ça me permettait l'idée d'aller partir faire des voyages, d'aller dans des contrées désertes à explorer. Mais ça me ramenait avec cet état d'esprit que j'avais étant enfant de curiosité par rapport à la découverte. Donc, que j'avais plus ou moins abandonné finalement
en voulant faire prof de maths. Et donc là, ça me permettait de retrouver cet état d'esprit, d'aller à la découverte de quelque chose, à la fois de la nature et aussi, surtout, du corps humain. Donc au départ, j'ai fait des expéditions de manière assez classique, hein, comme ça se fait comme ça se fait depuis longtemps, hein. Donc j'ai traversé des pays d'abord à vélo, ensuite à pied, puis j'ai commencé d'aller dans des endroits reculés comme les montagnes, la Norvège. Et puis une de mes plus grandes expéditions, c'est la traversée de l'Amérique du Nord par moyen non motorisé, 12 000 kilomètres en 15 mois à vélo, à pied, en kayak et à ski. Et c'est pendant ce voyage-là où j'ai été le premier homme à traverser une chaîne de montagnes l'hiver, seul et sans moyen motorisé. Donc là, c'était pour moi une récompense parce que bah voilà, j'avais fait cette transition par rapport à des récits qui me faisaient rêver et à mon tour, je faisais quelque chose qui n'avait jamais été fait. Et donc là, j'étais satisfait, mais ça me suffisait pas parce que pour moi, c'est une évolution permanente. Et donc une fois que j'ai fait ça, bah j'ai juste envie d'aller un petit peu plus loin pour voir où on peut aller. Et en fait, bah, c'est là où je me suis heurté un petit peu à un mur, c'est-à-dire à la limite de mes capacités physiques. Je commençais de me blesser si je m'entraînais plus. Et le hasard de la vie a mis sur mon chemin la rencontre des pratiques hygiénistes. Donc, j'ai découvert un peu par hasard le jeûne, l'alimentation vivante, c'est-à-dire exclusivement des fruits et des légumes crus. J'ai découvert le yoga, la méditation, la marche pieds nus, tout ça dans un premier temps. Et ça, en fait, bah, ça m'a permis d'une part de régler mes problèmes de santé, parce que j'avais des allergies sciatiques, des problèmes de peau, de transpiration. Et en fait, bah, sans m'y attendre, j'ai résolu tous ces problèmes-là avec un changement d'alimentation et des pratiques hygiénistes. J'étais aussi myope, maintenant je ne le suis plus. Et donc, bah, ça m'a permis bah, d'aller faire des choses qui ne se faisaient pas jusque-là. Et c'est comme ça que j'ai été amené en 2018 à traverser une chaîne de montagnes, la même que j'avais faite l'hiver au Canada, sauf que cette fois, je l'ai traversée sans manger l'été. Et pendant 2 semaines, j'ai marché à peu près 360 kilomètres dans des secteurs, dans des territoires à grizzly où il n'y avait pas de chemin tracé, où je devais traverser les rivières à la nage, des rivières qui étaient glaciales. Tout ça en marchant 10 à 12 heures par jour sans manger et en dormant en tente très loin du premier village, hein, qui était, car la montagne était totalement vierge. Et donc ça a été une autre première mondiale où là, je me distinguais de ce qui se faisait, puisque ça, c'était quelque chose de plus ou moins inédit. Et puis, bah, j'ai continué dans cette démarche-là. Et l'été dernier, c'est ce qui m'a amené à traverser l'Europe sans rien. C'est-à-dire sans chaussures, sans équipement, sans argent, sans papier et en mangeant que des fruits et des légumes crus. Ce qui veut dire que bah, voilà, je cherchais des arbres fruitiers sur mon chemin pour me nourrir en journée. Et puis le soir, je frappais à la porte des gens pour leur expliquer ma démarche et si jamais ils avaient l'amabilité de bien vouloir m'héberger. Et en fait, la suite logique de tout ça, entre la traversée de l'Amérique du Nord, la traversée des monts Mackenzie sans manger, la traversée de l'Europe sans rien, c'est à chaque fois que j'ai fait ces voyages-là, en fait, j'ai compris que je pouvais avoir une confiance en la vie à chaque fois un peu plus grande que ce que je croyais, jusqu'à ce que j'arrive à un certain niveau, un certain point, où en fait, je me rends compte que tout ce dont j'ai besoin, eh ben, je vais le trouver si j'y crois, si j'ai confiance. Et en fait, bah, c'est ce que je voulais me montrer à moi-même et montrer aussi aux autres, à ceux que ça intéresse, que sur un voyage où on traverse l'Europe sans rien, ça a duré 88 jours, eh bien, à l'exception de 3 nuits où j'ai rien trouvé, où j'ai trouvé personne pour m'héberger, le reste du temps, j'ai été accueilli chez des gens, nourri, logé, etc. Et donc tout ça, ça pouvait pas être un hasard, quoi. Voilà, j'attirais véritablement les choses à moi en utilisant la loi de l'attraction.
c'est quelque chose que tu avais déjà. Enfin, il y a beaucoup tout ce que tu viens de me dire. Déjà, j'ai plein de questions qui me viennent à l'esprit. Alors, je vais peut-être pas toutes m'en rappeler, mais là, ce qui me vient, c'est tu parles de la loi d'attraction. Tu dis que ça fait pas si longtemps que ça, au final, que tu as découvert le yoga, la méditation, l'alimentation crue. Alors, déjà, ça date de quand? Ça date d'il y a 6 ans maintenant. 6 ans. Ok, ouais, donc c'est pas si vieux. Et donc moi, je vais revenir là-dessus. Là, qu'est-ce qui s'est passé en termes de déclic? Outre le fait, comme tu dis, que tu as guéri de ta myopie, mais j'imagine pas sur le moment, c'est venu avec le temps. Oui, ça demande plusieurs années. Qu'est-ce qui t'a amené? Parce que je pense que tu as un côté cartésien par rapport aux études que tu as dû faire. Carrément. Donc du coup, je me dis, tu tombes d'un coup nez à nez avec quelque chose qui est un peu antagoniste avec ce monde de cartésien. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu dis, OK, effectivement, ça me parle bien, je continue là-dedans? Eh bien, il y a eu, j'ai envie de te dire, 2 expériences marquantes, enfin 2 types d'expériences marquantes. La première, ça a été, je suis dans une aventure préparatoire juste avant le Canada, et donc je descends la Loire avec un kayak gonflable. Et là, je prends une grosse insolation. Déjà parce que j'ai une peau qui craint un peu le soleil en temps normal. Enfin ça, c'était avant, maintenant ça, je crains plus le soleil. Avant le changement d'alimentation, je veux dire. Et donc, je crains à ce moment-là le soleil, il y a la réverbération de l'eau aussi qui fait qu'il y a plus de lumière. Et puis, c'est une période où il fait vraiment très beau, le soleil tape à plein. On est au mois de juillet, je crois, fin juin, début juillet. Donc, une grosse insolation, j'ai une fièvre terrible et pendant 2 jours, je reste couché dans ma tente sans boire ni manger. Je peux même pas sortir de ma tente, donc j'attends que ça passe. Je sors de cet état de fièvre et je reprends mon voyage et je me sens en pleine forme. À nouveau, je pagaille 10 heures par jour en descendant la Loire. Sauf que là, j'arrive quasiment plus à manger. C'est-à-dire, j'avais emmené plein de provisions. Avant, c'était à chaque fois des choses qui sont caloriques et qui tiennent pas beaucoup de place, hein, comme les pâtes, le fromage, etc. Et en fait, j'arrive pas du tout à manger ça. C'est-à-dire, je mange une bouchée, je suis écœuré, j'ai envie de vomir. J'arrive juste à manger quelques fruits et en toute petite quantité. Et ça dure pendant une semaine. Ce qui fait que pendant une semaine, grosso modo, je mange rien, quasiment un jeûne, en faisant 10 heures de sport par jour. Et alors ça, pour moi, ça m'a vraiment marqué parce que avant, j'étais quelqu'un qui était persuadé qu'il fallait manger pour avoir de l'énergie. C'était une croyance. Et en plus, je faisais des repas pentagruéliques. Je mangeais pour 2, voire pour 3. Je faisais 4 à 5 repas par jour. Je mangeais de tout. Et donc, je fais cette expérience-là. Et là, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle un saut quantique. Mais en tout cas, voilà, il m'arrive un truc. Là, je ne peux pas faire comme si, il s'était rien passé. Donc, je me renseigne. Et là, coup de chance aussi. La première journée où je reste sans manger, je m'arrête chez des amis chez qui j'avais prévu de m'arrêter parce qu'ils habitent juste au bord de la Loire, et je leur parle de cette expérience-là, et là, ils me passent directement un livre qui parle d'alimentation vivante et de jeûne. Donc ça, c'était aussi une coïncidence incroyable que le premier jour où ça m'arrive, où je suis en train de me poser plein de questions, et à la limite où presque derrière, je pourrais vraiment me forcer à manger en me disant c'est pas bien, c'est dangereux. Là, je tombe sur le livre qu'il me faut exactement à ce moment-là, et ça change carrément ma vie, quoi. C'est quand même une belle synchronicité. Voilà. Et donc ça, c'était une expérience vraiment marquante au niveau, j'ai envie de te dire, de l'aspect assez biologique. Et puis, l'année suivante, je pars en voyage, je traverse l'Amérique du Nord, et là, il m'arrive des choses plus spirituelles, pareil, que je ne peux pas faire comme si je ne les voyais pas. C'est-à-dire que il m'arrive des choses complètement improbables qui me sauvent la vie à plusieurs reprises. Je vais t'en citer 2 qui sont vraiment très marquantes et qui ne peuvent pas être mis sur le dos du hasard ou de la chance. C'est un moment juste avant de traverser cette chaîne de montagnes qui n'a jamais été traversée par un homme seul sans moyen motorisé. Donc, je prépare ma luge, et puis ma luge, elle a une taille limitée, hein, j'ai un budget limité, j'ai pas accès à tout ce que j'aimerais avoir comme matériel, je suis avec les moyens du bord. Et donc, ma luge est complètement pleine, et je sais que j'ai pas assez de nourriture. J'ai à peu près peut-être les 2 tiers de ce qu'il faut en nourriture, et donc je sais qu'il va m'en manquer.
Donc là, je pense que n'importe quel aventurier même se dirait, non, je vais pas rester 2 semaines sans manger, voire plus, dans le froid, par -40, à tirer une luge toute la journée. C'est pas possible, voilà. Et là, j'ai mon intuition qui me dit, fonce Florian, t'inquiète pas, tout va bien se passer, ne réfléchis pas, vas-y. Et là, quand j'ai ce genre d'intuition, j'apprends à les connaître. Je peux pas aller contre parce que sinon, je sais que je vais le regretter toute ma vie. Donc, je me dis bon tant pis, j'écoute mon intuition, je fonce. Et donc arrive ce qui devait arriver. En plus, j'ai du retard par rapport à ce que j'avais estimé dans mon avancée. Et donc, j'arrive à peu près à moitié de la mi-chemin et j'ai quasiment plus de nourriture. Donc là, je me dis, je suis un peu désespéré, c'est-à-dire je perds la foi parce que j'avais confiance en mon intuition. Et là, je me dis, je me suis complètement planté, c'était complètement naïf, complètement idiot de partir comme ça alors que je sais que j'ai pas assez de nourriture. Donc là, je suis dans un état vraiment désespéré. Je me dis, tant pis, je continue jusqu'à ce que je tombe d'épuisement. Voilà, je voyais pas d'autre alternative. Et donc, ce jour-là où je commence vraiment de perdre la foi, il y a une cabane qui arrive sur mon chemin, une cabane de chasseurs qui est utilisée l'été. Et dans cette cabane-là, ils ont laissé des vivres de la saison de chasse précédente et il y a de quoi manger pour 1 mois à peu près. Donc, ça m'a permis de me ravitailler et de terminer cette traversée. Donc ça, c'était un truc complètement improbable qui m'est arrivé. Et il y en a un deuxième de la même valeur, j'ai envie de dire. C'est une journée où, pareil, c'est toujours au Canada. Et je suis sur une île, une grande île, et je traverse cette île à pied avec mon kayak gonflable plié dans le sac. Et là, toute la journée, j'ai la peur au ventre, j'ai peur de rencontrer un ours. Alors que ça fait déjà plus de 10 mois que je suis au Canada et que j'ai jamais eu peur de rencontrer un ours. Et là, cette journée-là, je sais pas pourquoi, j'ai un truc qui me prend aux tripes et donc je fais du bruit, je parle fort pour essayer de ne pas les surprendre. Et toute la journée, je suis hyper vigilant. Et puis arrive la fin de journée. Pareil, il y avait encore une cabane, il y avait régulièrement des cabanes dans ce coin-là. Puis je me suis dit, je vais aller dormir dans cette cabane-là. Et la cabane, elle est juste à quelques centaines de mètres. Il me reste juste une rangée de buissons à traverser. Et donc là, avant de sortir des buissons, je me dis, quand même, cette intuition de la peur de l'ours, ça me paraît bizarre. Je vais être méfiant jusqu'au bout quand même, pas déconner, quoi. Donc là, au lieu de sortir normalement des buissons, j'écarte les branches comme ça, puis je regarde ce qu'il y a à gauche et à droite. Et là, à ma gauche, il y avait une femelle grizzly et à ma droite, il y avait son petit. Ok. Donc en fait, si j'étais sorti sans me méfier, c'est-à-dire normalement, je me mettais entre les deux. Et ça, tous ceux qui connaissent un petit peu les ours savent que c'est une situation mortelle. Voilà. Donc là, moi, j'ai fait demi-tour, puis je suis rentré dans la cabane de l'autre côté, puis tout s'est bien passé pour moi. Sauf que cette nuit-là, j'ai pas dormi parce que je me suis dit, j'ai repensé à toutes ces intuitions qui m'avaient guidé. Et là, j'en cite 2, alors qu'il y en a eu des dizaines en tout, mais qui étaient moins marquantes. Et donc là, je me suis dit, il y a un truc. Il y a quelque chose qui nous guide, qui nous envoie des informations. C'est pas possible de l'expliquer autrement. Et c'est pour ça que quand mon intuition, toujours pendant ce voyage, à travers l'Amérique du Nord, elle m'a dit, Florian, t'as plus besoin d'équipement, maintenant tu peux voyager sans rien. T'as juste à faire confiance et tout ira bien. Donc c'est là où je me suis dit, je vais à nouveau écouter mon intuition, c'est mon fil conducteur. Et je vais faire ce que mon intuition me dit et je vais partir sans rien. Et c'est comme ça que le projet de traverser l'Europe est né. Ouais, l'intuition, c'est quelque chose qui me parle. Moi, je te rejoins à 100%. Je l'écoute depuis que je suis tout petit et ça me trompe jamais. En tout cas, c'est vraiment mon canal qui me suit, qui me guide depuis que je suis gamin. Toutes les initiatives que j'ai mises en place dans le cadre de mes activités pro, c'est de manière purement intuitive aussi. Donc, ça me paraît évident. Et ce qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que avant que tu t'intéresses davantage à ton corps, à quelque chose de plus grand, à une forme de spiritualité, quand tu étais, on va dire, un peu dans le moule classique, est-ce que tu avais accès à ces intuitions ou tu as été beaucoup plus réceptif justement quand tu as commencé à t'occuper un petit peu plus de toi, en gros, quoi? Eh bien,
je dirais que quand j'étais enfant, j'ai pas vraiment le souvenir d'avoir eu des intuitions comme ça, mais c'est peut-être parce que je m'en souviens plus. En tout cas, ce que j'analyse avec le recul, c'est que je suis parti dans des endroits où il y avait ni rien ni personne. J'ai beaucoup exploré le Grand Nord, hein, que ce soit norvégien ou canadien, parce qu'en fait, j'avais besoin de me déconnecter de la civilisation pour me reconnecter à moi-même. Et parce que dans la civilisation, il y avait le poids donc du regard des autres, il y avait tous mes conditionnements, mais dont j'avais même pas connaissance à l'époque. Et ce que j'ai observé, c'est que quand je partais loin de chez moi, dans les endroits où il y avait que la nature autour de moi, j'étais quelqu'un d'autre. Mais carrément quelqu'un d'autre, comme si tout d'un coup mon passé n'existait plus, le poids du passé n'était plus là, j'étais une personne neuve. Et donc, tout me réussissait dans mes voyages, en fait. Même quand j'étais pas super bien préparé, j'avais de la chance, j'avais les intuitions qui me guidaient, qui me sauvaient la vie. Je faisais les bonnes rencontres. Enfin, toutes les portes s'ouvraient sur mon passage, quoi. Et puis quand je rentrais en France, eh ben, pof, je retombais dans la société. Le poids de mon passé revenait, et donc là, j'étais plus le même, et je faisais des choses où je me trompais, où ça avançait pas. Je savais pas où aller, où me guider. Je faisais plein d'erreurs, etc. Alors qu'en voyage, tout coulait de source, quoi. Et finalement, ce qui m'a aidé à faire basculer ce mode de fonctionnement qui est optimal dans mes voyages, à l'intégrer dans ma vie quotidienne, en fait, c'est qu'à chaque fois que je revenais de voyage, j'étais comme un petit peu nettoyé quelque part, comme si je laissais des couches de conditionnement derrière moi à la terre, et je revenais quand même un peu plus proche de ma nature authentique, voilà. Et donc, à force de faire des voyages, je revenais à chaque fois un petit peu différent, et mon intuition devenait de plus en plus forte et me permettait de me guider au quotidien. Et puis, ce qui a beaucoup aidé aussi, ce que j'observe avec un peu de recul maintenant, c'est le changement d'alimentation, les nettoyages avec les jeûnes et les purges. En fait, ça ouvre le canal de l'intuition, on reçoit beaucoup plus de messages, et surtout, on comprend mieux les messages, parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir un don de médiumnité ou autre de magnétiseur, alors qu'elles ont une alimentation cuite traditionnelle. Et voilà, on ne naît pas tous égaux par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont plus ou moins de fenêtres dans leur maison, et la lumière passe plus ou moins. Mais quand on est encrassé par une mauvaise alimentation, on a beau avoir beaucoup de fenêtres, c'est comme si les fenêtres étaient sales et on ne voit pas vraiment ce qu'il y a à travers. On voit qu'il y a de la lumière, mais donc on est connecté, mais on n'est pas capable de décrire précisément les messages qu'on reçoit. Et bien, quand on fait ce nettoyage avec l'alimentation, le jeûne et les purges, qu'on ait beaucoup de fenêtres ou pas dans sa maison, à ce moment-là, on voit bien mieux au travers et on comprend les messages qu'on reçoit. Et ça, pour moi, ça fait une grande différence, parce que j'avais vraiment une grosse couche de conditionnement de par ma culture scientifique, à ne croire que ce qui pouvait être mesuré. Et mes voyages m'ont fait beaucoup de pieds de nez par rapport à ça, parce qu'ils m'ont clairement montré qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas mesurer et dont je ne pouvais pas nier l'existence. Voilà. Et maintenant, ma chance, j'ai envie de dire, c'est que dans mes projets de vie, j'ai vraiment réuni les deux. C'est-à-dire qu'avant, c'était mon intuition, je me sentais guidé que quand j'étais en voyage, sauf que les voyages, c'est fatigant et on ne peut pas faire ça en permanence. J'ai réussi à concilier ce feeling, cette intuition dans ma vie quotidienne, parce que je vis ma vie quotidienne comme une aventure maintenant, en ayant changé d'objectif professionnel notamment. Ouais, c'est intéressant. Alors là aussi, une fois de plus, je te rejoins à 100%. Moi, j'ai toujours dit que le voyage, c'était le meilleur outil en développement personnel, sous condition de partir seul. Ouais. Et il suffit pas de vivre des aventures aussi impressionnantes que tu les as vécues, à mon sens. Je pense que si on invite les gens à partir 2-3 jours, même autour de chez eux, par exemple, dans le département, dans la région dans laquelle ils se trouvent, c'est déjà amplement suffisant, idéalement en pleine nature. Mais je crois que c'est vraiment un outil qui est merveilleux, comme tu le vis et comme moi je le vis, pour revenir vers soi, pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre, pour mieux connaître aussi les autres, l'univers, la nature, tout, etc. Ça me paraît tellement essentiel. On devrait même quasiment l'imposer à l'école, tu sais, d'emmener les enfants très tôt voyager, quoi. Je te rejoins tout à fait sur ce que tu dis.
Et en fait, quelque part, on sous-estime la puissance et le pouvoir des éléments naturels. Que ça soit avec l'air, hein, si on fait des respirations conscientes particulières, on peut obtenir des résultats incroyables pour débloquer des émotions, par exemple. Que ça soit un autre élément incroyable, l'argile, pour soigner en externe comme en interne. Le soleil, que ça soit pour fabriquer de la vitamine D, pour apporter de l'énergie, ou en pratiquant le sun yoga. L'eau de mer, qui est absolument miraculeuse pour se reminéraliser. Elle aide aussi à nettoyer le corps. Et le contact, comme tu le disais, avec la nature, l'activité physique, le fait de se déplacer, tout ça, ça a des vertus thérapeutiques vraiment inimaginables, une puissance énorme. Et en fait, on est dans une société où les valeurs qui prédominaient jusque-là sont en train de changer, heureusement. C'était le progrès, voilà, l'aboutissement technologique, le transhumanisme. Et en fait, on a finalement cette croyance que si c'est pas hyper technologique, c'est pas efficace. Alors qu'en fait, voilà, la Terre, la vie, c'est un miracle et elle n'a pas attendu qu'il y ait de la technologie pour apparaître sur Terre. Et la technologie, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à présent, elle n'a pas été capable d'engendrer la vie. Voilà. Donc, les éléments sont beaucoup plus puissants que la technologie pour nous guérir. Et on s'en prive littéralement, on reste enfermé dans nos maisons, plus assez d'activité physique. Et avec le confinement, ça a juste fait accélérer cet état finalement d'emprisonnement sur le monde extérieur. Oui, puis sans compter l'alimentation, très clairement, l'industrie nous fournit vraiment des produits qui sont quand même pas bons pour la santé, et on a complètement oublié ce que disait Hippocrate, que ton alimentation soit ton premier médicament, et c'est plus devenu en fait une norme, quoi, alors que ça devrait être la base, comme tu le dis, quoi. Alors toi, c'est de l'alimentation vivante, je pense qu'on peut pas le recommander à tout le monde, mais au moins avoir une alimentation qui est bonne pour notre santé, juste se nourrir parce que c'est bon pour notre santé et juste pas parce qu'on a faim, quoi, en gros, quoi. Bah, disons que par rapport à l'alimentation vivante, ce qui se passe, c'est pas qu'on est tous des primates, hein, on fait partie de la famille des grands singes. Donc l'alimentation vivante, théoriquement, elle peut convenir à tout le monde. Le truc qui se passe quand on se met à manger vivant, surtout si on dépasse 70, 80, 90% d'aliments crus, eh bien le corps et surtout le système immunitaire vont retrouver une grande énergie et donc ils vont faire sortir progressivement tous les poisons que le corps a accumulés. Et donc, quand le corps fait sortir ces poisons-là, c'est là où on fait des crises de détox et c'est là où les gens se sentent mal. Alors, ça peut être des troubles digestifs, ça peut être des maladies qui viennent. Il n'y a rien en soi c'est pas en soi un problème parce que c'est le corps qui se nettoie. Mais il faut être capable de savoir quoi faire avec les plantes, que ce soit sous forme d'huile essentielle, de tisane, d'hydrolat, de compléments alimentaires ou de purges, pour accompagner le corps pour faire ses nettoyages. Et si on ne le fait pas, effectivement, l'alimentation vivante peut être dangereuse, entre guillemets, parce qu'elle peut provoquer des troubles plus ou moins graves. Voilà. Donc, par rapport à l'alimentation vivante, pour moi, c'est vraiment les aliments qui sont faits pour l'humain, et c'est pour ça aussi que j'ai traversé l'Europe, hein. C'était de cette manière-là, c'était pour montrer que voilà, j'ai eu aucun problème de faiblesse physique liée à mon alimentation, au contraire. Mais c'est vrai que l'alimentation maintenant, non seulement chez la plupart des personnes, elle est loin d'être vivante, mais en plus, elle est ultra transformée. Et l'industrie agroalimentaire, en fait, elle utilise la science non pas pour mieux nourrir nos corps, parce qu'en fait, il y a rien à faire, hein. C'est la nature qui nous produit les meilleurs aliments qui existent. Mais l'industrie agroalimentaire utilise la science pour créer des saveurs qui nous rendent addicts le plus possible et qui créent un feu d'artifice dans la bouche quand on le consomme, tout simplement voilà, pour qu'on en consomme un maximum et qu'on soit dépendant de cette nourriture-là. Donc peut-être que le mot est dur pour certains, mais pour moi, je considère vraiment ça comme de la drogue, toute l'alimentation industrielle. Et voilà, même sans vouloir manger cru à 100%, manger des aliments qui n'ont pas été transformés, comme les pizzas, les hamburgers, toutes les sauces, etc., c'est quelque chose de vraiment important parce que ça empoisonne littéralement le corps des gens. Et quand leur corps est empoisonné, c'est pas que le corps qui est malade, c'est aussi l'esprit. Parce que les deux fonctionnent ensemble.
Et donc, eh bien, soit on est dans des états colériques sans comprendre pourquoi, soit des états dépressifs sans comprendre pourquoi. Ben ça, ce sont les poisons du corps qui modifient l'activité cérébrale, l'activité des glandes, l'activité hormonale qui régule nos humeurs. Complètement. Je me dis, ça serait tellement chouette, tu vois, qu'on puisse semer une petite graine le plus tôt possible quand on est, j'allais dire enfant, c'est peut-être encore un peu tôt, quoi, mais en tout cas, dès qu'on a cet âge de comprendre un peu plus les choses, qu'on puisse nous planter cette graine, que ce soit au sein de notre foyer ou à l'école, par exemple, parce que c'est tellement déterminant. Après, ça fait partie des... Tu sais, au même titre qu'on se brosse les dents ou qu'on prend une douche, ça devrait être un automatisme, tu vois, de bien se nourrir, d'avoir une activité sportive, de prendre soin de soi, en fait, tout simplement. Effectivement, c'est vraiment ce qu'on devrait apprendre à l'école, c'est comment être en bonne santé par des moyens naturels qui sont, comme je le disais tout à l'heure, toujours beaucoup plus efficaces que de prendre des cachets qui ne guérissent pas, mais qui ne font que couper des symptômes. Et en plus, cet apprentissage, parce que l'éducation à la santé, ça s'apprend véritablement, eh bien, c'est vraiment à l'enfance qu'on devrait apprendre ça. Ce serait très simple. C'est qu'une question de volonté publique, j'ai envie de dire. Mais malheureusement, là, pour l'instant, en tout cas, on ne prend pas le bon chemin, puisque avec tout ce qui s'est passé autour des épidémies récentes, on n'a toujours pas entendu parler dans les médias comment faire pour renforcer son système immunitaire. Et ceux qui prennent l'initiative de le faire sur leur chaîne YouTube ou autre se font critiquer et on nous assimile carrément à une secte. Voilà, la secte des gens heureux, j'ai envie de dire, la secte des gens en bonne santé, soit. Je veux bien en faire partie. Ça va même bien plus loin. Je sais qu'il y a des chaînes qui ont été carrément coupées. Ouais, il y a eu des chaînes coupées, du harcèlement aussi, des menaces. Donc voilà. J'ai la chance de ne pas être victime de ça, mais j'en connais et c'est pas drôle pour eux, alors qu'ils font du travail très important pour la société parce qu'ils font cette éducation à la santé que le gouvernement et ses institutions ne font pas, alors que c'est leur rôle. Donc voilà, il y a aussi des gens comme toi, voilà, qui créent leur magazine et puis qui prennent les choses en main, qui n'attendent pas que ça se fasse. Et ça, c'est super important et je te félicite pour ton initiative, Julien. Merci, ouais. Tu sais, je dis très souvent, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, Exactement. Si on attend des autres, on peut toujours attendre. Je vais revenir un peu sur ce côté aventurier, parce que là encore, ça me parle beaucoup. Moi, j'ai cette âme aussi aventurière, mais je suis très, très, très loin, très loin de vivre des expériences comme toi, tu vis. Et donc, j'ai cru comprendre que Mike Horn a été quand même un élément déclencheur, les lectures de Mike Horn. Je trouve que Mike Horn, parmi les explorateurs, il est quand même à un niveau qui est assez impressionnant. Qu'est-ce qui te motive? Alors, tu nous l'as un peu expliqué, mais peut-être qu'on peut développer un peu plus. Qu'est-ce qui te motive à vivre ces expériences qui sont quand même, en tout cas, j'allais dire pour le commun des mortels, qui paraissent vraiment extraordinaires parce que tu vas un peu au-delà des limites qu'une personne lambda nous dirait, mais c'est juste impossible, je le ferai pas, quoi. Alors, je pense qu'il y a plusieurs motivations qui sont entremêlées. Au départ, quand j'ai commencé, c'était, j'ai envie de dire tout simplement pour me guérir, pour trouver la lumière au fond du tunnel, tout simplement. C'est-à-dire que je savais que si je restais dans la société à suivre les règles telles qu'on nous les montrait, les schémas de vie tels qu'on nous les imposait plus ou moins, je savais que pour moi, ça rimait avec mort. Et peut-être que c'est un point commun qu'on retrouve chez tous les aventuriers, c'est peut-être cette sensibilité à se sentir mourir quand on est dans un environnement qui ne nous convient pas. Et donc, c'est pour ça que les aventuriers, je parle au nom des aventuriers, peut-être que je me trompe, je ne sais pas, en tout cas c'est ce que je crois, on trouve cette force de partir au risque de sa vie parce qu'on sait qu'on va mourir de toute manière sinon, mourir à petit feu et qu'on ne sera pas heureux. Alors que si on part, on va tout faire pour rester en vie, en se préparant du mieux possible, etc. Mais on a au moins une chance de vivre et de se sentir finalement, de sentir notre âme faire quelque chose de vivant qui va la nourrir. Donc voilà, c'est déjà, j'ai envie de dire, un cri de détresse quelque part, de dire ce qu'il y a ici, ça ne me convient pas. Je sais que pour moi, ça rime avec c'est comme la mort, donc je vais voir autre chose. J'ai besoin d'autre chose pour vivre.
Donc après, on fait ce qu'on peut, suivant ce que la vie nous présente. Pour moi, ça a été les voyages. Donc ça a été un magnifique antidote. Et puis, après le premier voyage, on est un petit peu drogué à ça, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, on a goûté à la vraie liberté, à une vie naturelle telle qu'elle devrait être, telle que l'on devrait la mener, en tout cas d'une manière beaucoup plus naturelle. Et donc, on a juste envie d'y retourner parce que dès qu'on retourne dans la société, on n'y est pas forcément mal, mais on sait que c'est limité, que derrière, c'est pas ça qui va nous nourrir, et donc on a besoin de se reconnecter. Et puis, de mon côté, ce qui est venu s'ajouter, quand j'ai découvert l'hygiénisme, quand j'ai découvert l'alimentation vivante, tout ce qui concerne la santé, en fait, je me suis dit que là, j'étais en train de faire le travail d'exploration dont je rêvais quand j'étais enfant. C'est-à-dire que je j'explore pas l'univers, mais j'explore le corps humain, j'explore la planète. Et donc, puis je fais des choses qui se sont quasiment jamais faites. Donc pour moi, c'était vraiment un travail d'exploration que je menais, qui me satisfaisait au niveau intellectuel, qui me comblait sur tous les plans. Et puis arrive un moment, le confinement, hein, cette période historique, où en fait je me rends compte que ce que j'ai appris, ce que j'ai développé dans mon coin, en fait ça a des répercussions. Enfin ça doit avoir des répercussions dans toute la société parce qu'elle en demande de ça finalement. Comment faire pour ne plus avoir peur des maladies? Comment faire pour prendre soin de soi? Et moi, toutes ces réponses à ces questions, je les ai creusées à travers mes voyages, à travers des formations, à travers toutes les personnes que j'ai rencontrées au cours de ces dernières années. Et donc, ça, c'est devenu mon métier maintenant, que d'aider les gens à changer leur habitude de vie, changer leur alimentation pour les amener à être autonomes dans leur santé et à acquérir cette pleine santé qui est ce que la nature nous a donné à tout être humain, qui est quelque chose qui est un état naturel et pour lequel il n'y a pas besoin de faire des choses particulières pour être en pleine santé. Seulement, quand on s'empoisonne avec l'air, l'eau, surtout la nourriture qui n'est pas adaptée pour les grands singes que nous sommes, hein. Je sais que certains ne sont pas d'accord avec cette idée que nous sommes des primates, mais bon, pour l'instant, à moins d'être créationniste, on n'a pas... on doit bien se résigner à cette parenté. Disons que cette mauvaise alimentation, intoxique littéralement les cellules, le corps humain, avec plein d'effets négatifs. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait ces voyages pour montrer que quand on se nourrissait avec les aliments que la nature a prévus pour nous et avec des pratiques hygiénistes correctes, on pouvait faire des choses qui paraissent impossibles. Et pour moi, ce que je fais, c'est les choses que n'importe qui peut faire si jamais il n'est pas affaibli par une hygiène de vie inadaptée, tout simplement. Ouais, je vois. C'est vraiment mon message. Toi qui es un ancien prof de maths, ça ne te donne pas justement envie d'aller transférer un peu tout ça dans les écoles ? Pour l'instant, j'ai participé en travail de communication avec la rédaction d'un livre, de nombreux articles sur la santé qui sont en libre accès sur mon site internet, et puis des stages que j'organise plusieurs fois par an, quasiment un par mois, pour communiquer tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai découvert sur le sujet. Après, dans les écoles, pour l'instant, ça ne s'est pas fait. Ça serait peut-être délicat à mettre en place parce qu'il y a tellement de croyances autour de l'alimentation que c'est pas facile parce que en fait c'est les parents qu'il faudrait éduquer pour les enfants parce que les enfants si jamais on leur dit par exemple les produits laitiers faut pas en boire, ça fait des histoires, il faut expliquer pourquoi, et puis il y a tous les lobbies derrière qui eux veulent en vendre et qui font une contre-propagande pour dire que voilà, avec tous les slogans qu'on connaît sur les produits laitiers. Donc tout ça, il y a beaucoup de troubles là-dedans, ce qui fait que c'est assez difficile d'aller parler de ça à des gens qui ne l'ont pas demandé. Okay. Parce que s'ils ne l'ont pas demandé, ça veut dire qu'ils sont dans une démarche où, a priori en tout cas, ils croient ce qui est dit depuis des générations et que peut-être qu'il faut acheter bio,
Ça, en général, maintenant, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais que si c'est bio, ça peut être du lait ou des céréales, ça va aller. Alors que moi, c'est pas du tout mon discours. Donc, je pense qu'il y aurait beaucoup d'informations à donner pour expliquer aux gens quelle est la bonne alimentation pour l'humain. Et je ne sais pas si ce serait vraiment une place possible pour l'école. Ah, méditer, hein. À À méditer, méditer. ouais. Oui, parce que, bon, alors c'est peut-être sporadique, hein, mais je sais qu'il y en a qui essayent déjà. Alors, c'est plutôt des naturaux, tu sais, des naturopathes qui font cette démarche. Mais c'est vrai que ça reste encore assez faible. Peut-être qu'un des points d'ancrage qui pourrait être intéressant, c'est les écoles nouvelles, tu sais, les écoles alternatives. Oui. Il y a de fortes chances qu'elles soient très ouvertes à ce type de sujet. Si tu n'y avais pas pensé, je pense que voilà, si on est d'accord sur le fait que tout part de l'éducation, tu as sûrement un rôle à jouer aussi à ce niveau-là, et peut-être dans ces écoles. Bah, écoute, bonne idée. Ça me rappelle que j'en ai visité une où je me souviens que les profs enfin pas les profs, les parents qui mettaient leurs enfants dans ces écoles-là, mais aussi tous les profs qui travaillaient avec les enfants, s'intéressaient à donner la meilleure alimentation à leurs enfants, la meilleure alimentation possible. Mais je m'étais rendu compte qu'ils étaient restés dans un dogme où bah, si c'est fait maison et si c'est bio, tout est bien, quoi. Et donc, la remise en question, de mon point de vue, va beaucoup plus loin. Mais je pense aussi qu'il y a des écoles qui seraient parfaitement ouvertes pour essayer, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à l'alimentation vivante. On est de plus en plus nombreux à la pratiquer au quotidien, à être sportif, à avoir des titres dans nos disciplines. Et on montre clairement que voilà, c'est tout à fait possible et que c'est pas quelque chose de dangereux. Mais effectivement, il faut savoir ce qu'on fait. Il faut rééduquer les gens à la santé, parce que ça s'apprend, ça tombe pas du ciel. Surtout quand on revient de loin avec des décennies, des siècles même, hein, de croyances dans le domaine qui étaient les croyances de l'époque et qui doivent être remis au goût du jour avec ce qu'on a appris sur le corps humain depuis. Complètement, et puis de conditionnement, et puis j'allais dire d'industrie aussi. Enfin, c'est très clairement un marché juteux, le monde de l'agroalimentaire. Donc, Voilà, et puis il y a une des caractéristiques de l'être humain, c'est qu'en fait, c'est le seul animal entre guillemets qui finalement a inventé des outils comme les silex, les armes, mais aussi la maîtrise du feu, qui lui a permis de complètement modifier son régime alimentaire. Bon, il y a des animaux qui utilisent des petits objets pour s'aider à se nourrir, mais globalement, dans les proportions dans lesquelles l'humain l'a fait, c'est du jamais vu dans la création dans le règne animal. Et donc, en fait, bah, l'humanité, ça a commencé il y a 2 millions d'années, hein, quand l'humain s'est mis à modifier, à passer d'un régime frugivore à un régime omnivore. C'était il y a 2 millions d'années, donc en fait, toute l'humanité est imprégnée de cette culture qui modifie notre alimentation. Et là, on arrive à un moment historique dans l'humanité où en fait, on est en train de rebasculer sur notre alimentation optimale qui était celle qu'on avait à l'origine. tout à fait, ouais. Il y a une chose qui me vient aussi à l'esprit, c'est alors je sais pas si c'était le cas dans toutes tes aventures, mais là dernièrement, quand tu as traversé l'Europe, tu étais pieds nus. Oui, j'ai couru pieds nus. Et donc du coup, je pense que ça peut questionner un certain nombre de personnes. Alors moi-même, j'adore être pieds nus, hein, je trouve que ça me reconnecte à la terre, tu sais, au magnétisme terrestre. Je me sens plus vivant, j'ai envie de dire. Mais pour autant, j'ai l'impression que je ne pourrais pas faire ce que tu as fait. Tu penses que là aussi, c'est lié à ton alimentation ou à autre chose? Parce que c'est encore autre chose, tu vois, je trouve, de courir pieds nus et de faire ça sur 3500 kilomètres. Tu vois, c'est questionnant quand même. Eh bien, pour moi, c'est une des preuves qui vient à montrer que l'alimentation vivante, ça permet vraiment de faire des choses incroyables pour plusieurs raisons. Bah, déjà parce que j'ai couru 45 kilomètres par jour pieds nus sur quasiment 3 mois. Ok. Et je me suis entraîné. Je me suis pas vraiment entraîné pour ça. En fait, je me suis entraîné du mieux que je pouvais, mais je devais faire à peu près 70 kilomètres par semaine d'entraînement pieds nus. Et c'est tout.
Voilà. Plus, ce que je faisais à côté, je suis toujours actif toute la journée, hein, donc il y avait aussi autre chose derrière qui participait de l'entraînement. Mais grosso modo, je pense qu'il n'y a aucun coureur qui se serait préparé de cette manière avec aussi peu de kilomètres pour traverser l'Europe au rythme où je l'ai fait. Il m'a fallu à peu près 2 semaines avant que le corps accepte bien l'activité, accepte bien tous les kilomètres. Et au bout de 2 semaines, grosso modo, tous les muscles étaient rodés. Et après, j'étais sur mon rythme de croisière jusqu'au bout. Voilà. Ok. Et je me souviens avant, quand j'étais un coureur lambda, avec les chaussures, avec l'alimentation omnivore, j'étais tout le temps, enfin quasiment tout le temps blessé. Et d'ailleurs, j'ai même arrêté pendant 1 an, je crois, la course à pied parce que j'avais tellement de douleurs au niveau du dos que je me suis dit Ouais. je prends plus de plaisir, voilà. Et c'est en la même année où j'ai découvert la course pieds nus et le jeûne et l'alimentation vivante. J'ai modifié tout ça en même temps et là, du jour au lendemain, j'ai pu me remettre à courir sans douleur. Ok. Et moi, je suis certain que jamais j'aurais pu faire ça si j'avais mis des chaussures, parce que j'avais une très mauvaise foulée avec des chaussures. Et donc, j'aurais eu à nouveau mal au dos. Hmm. Ouais, mais là, on peut pas considérer que ce soit recommandable à tout le monde. C'est que toi, t'as écouté ton corps, tu as senti que c'était le bon moment, qu'il fallait que tu te lances dans cette direction. Mais une personne qui nous écoute, là, qui se dirait, ouais, putain, Florian, il a raison, allez, demain, c'est bon, j'enlève mes chaussures. Tu vois, je suis pas sûr que ce soit recommandable dans ce sens-là, non? Il faut aussi avant tout écouter son corps, tu vois, vraiment le sentir, quoi. Moi, c'est vrai que moi, j'ai suivi mon intuition qui me disait de foncer à fond. Et ouais, Donc, voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie d'essayer la marche pieds nus et que ça leur parle à fond, parce que justement, ils sont tout le temps blessés, ils en ont marre, ils savent plus quoi faire, bah, allez-y. De toute façon, si vous êtes blessé, vous pouvez plus courir, bah, voilà, au moins, même si vous faites moins de kilomètres pieds nus et que vous allez moins vite, au moins, vous pourrez à nouveau vous faire plaisir avec ce sport. Et puis surtout, vous découvrirez que vous prendrez plus de plaisir qu'avant, parce que le fait de sentir le sol, c'est un plaisir que je qualifie de sensuel pour moi. Surtout quand on est sur des chemins de terre ou de l'herbe, c'est très, très, très agréable. Et après, bah, c'est un petit peu comme l'alimentation vivante, c'est-à-dire que les règles sont les mêmes pour tous les êtres humains, simplement on n'a pas tous le même passé. Je reprends l'exemple de l'alimentation vivante. Quelqu'un qui serait une personne âgée en ayant mangé toute sa vie du fromage et de la viande et des céréales, si elle se met à l'alimentation vivante, évidemment que ça va lui causer des problèmes. Donc peut-être qu'elle peut introduire plus de fruits et de légumes, ça va lui permettre de vieillir dans des meilleures conditions. Mais c'est évident que c'est pas à 80 ou 90 ans qu'on va se mettre à manger 100% vivant et à faire ses purges toutes les semaines. ouais. La course pieds nus, c'est pareil, ça dépend au niveau mental de ce qu'on est capable de supporter, parce qu'au départ, ça fait mal. Il faut le temps que les pieds s'habituent et il faut du temps aussi pour que le cerveau crée un filtre pour diminuer l'intensité des signaux électriques émis, parce que jusqu'à présent, ils étaient toujours dans du coton, dans des chaussures, dans ce qui fait que les signaux, le pied sentait très peu le sol, donc les signaux électriques n'étaient pas du tout filtrés et au contraire, ils étaient même amplifiés au maximum pour que les pieds sentent comment est le sol. Donc ça demande des aptitudes au niveau mental, d'être capable de supporter la douleur. Après, ça peut se faire dans une transition douce où on fait ça que quand il fait beau, que quand on est sur de l'herbe. Et puis on y va progressivement et d'année en année, on essaye un petit peu plus. Voilà. On n'est pas obligé de passer en force comme moi je l'ai fait. C'est un peu mon tempérament et puis il y a aussi des inconvénients à faire ça, hein. Des fois, on se dégoûte un peu ou on crée des peurs. Après, on a peur de sortir parce qu'on en a marre de se faire mal. Mais ça peut se faire vraiment en douceur. Donc, c'est vraiment à chacun. Et l'idée derrière, que ce soit l'alimentation, la course pieds nus, les pratiques hygiénistes, comme les bains froids, hein, l'idée, c'est vraiment de toujours conserver une part de plaisir. Voilà, c'est vraiment l'erreur, parce que c'est le plaisir qui va faire qu'on va continuer à faire ça sur du long terme, hein. C'est Bien pas sûr. le mental ou la discipline ou des idéaux. Voilà, c'est le plaisir. Oui, puis que ça devienne après une habitude, quoi. Voilà, après, ça devient un rituel, on l'intègre dans son quotidien. On ne le considère plus comme une perte de temps ou un investissement, et au contraire, ça nous donne plus d'énergie, plus de joie de vivre. Et donc, bah, on a plus d'énergie à mettre dans des projets qu'on a envie de réaliser. Et en fait, Ouais. c'est tout bénéfice, quoi.
On pourrait aussi passer, moi ça m'est arrivé pendant un temps, que je pourrais quasiment passer mes journées à faire des pratiques hygiénistes dans un esprit de découverte, d'exploration du corps humain, mais c'est pas le but, quoi. Après, le but, c'est du moment qu'on se sent bien, on n'a pas besoin de pratiquer. Et quand on sent qu'on en a besoin, ça implique d'être à l'écoute de son corps, de son ressenti. À ce moment-là, on connaît toute une panoplie d'outils qu'on peut utiliser pour nous apporter ce dont le corps a besoin. C'est ça qui est extraordinaire, je trouve, tu vois, c'est que comme tu le dis très bien, on a une palette d'outils qui est juste incroyable, qui est parfaitement naturelle et qui est extrêmement Gratuit. bon pour notre santé, qui est bon pour notre esprit. Et la majorité des gens ne veut pas dans cette direction. Non pas que je porte un coupable. Enfin, s'il y a un coupable, c'est le conditionnement de notre société, quoi. Exactement. C'est dommage. Tu disais que tu proposais des stages, que tu étais en train d'écrire un livre. Tu as déjà écrit un livre ? J'ai écrit 3 récits de voyage et un livre sur l'hygiénisme que j'ai appelé Guide de survie au XXIe siècle et que j'ai écrit pendant le premier confinement parce que ça m'a empêché de partir en voyage pour aller chez des amis qui mangent vivant comme moi. Et donc, je me suis dit, j'étais un petit peu contrarié par tout ce qui se passait. Pour moi, c'était pas du tout la bonne direction. Moi, je me suis dit, c'est le moment d'écrire ce bouquin que j'avais en tête. Et donc, pendant le confinement, j'ai écrit ce bouquin où j'ai mis sur le papier toutes les pratiques hygiénistes que je connais, que j'ai reliées, que j'ai théorisées, pour les relier entre elles, pour montrer la logique qu'il y a derrière. Et puis, en décrivant leurs bienfaits, de quelle manière les pratiquer, et puis la logique qui permet d'expliquer leur fonctionnement. Il est disponible comment ? On peut le trouver où ? Alors, il est disponible sur mon site internet sur www.floriangomet.com. D'accord, donc tu veux dire c'est une version numérique ou c'est un livre papier ? Il y a les deux. Il y a la version PDF, la version papier, et puis en libre accès, il y a tous les articles sur la santé que j'ai écrits qui parlent de tout ce que je sais sur l'hygiénisme. À chaque fois que j'ai déblayé un terrain, j'ai écrit un article sur le sujet pour faire le point. Ça m'aide aussi à organiser mes idées. Et là, il y a la suite du guide du survie qui est en cours, qui sera pour l'année prochaine, que je suis en train d'écrire progressivement, et qui cette fois va s'appeler le guide du bonheur, et qui va être beaucoup plus focalisé sur la partie développement personnel, alors que le guide de survie, lui, il était beaucoup plus focalisé sur la partie nettoyage du corps, entretien du corps physique. Est-ce que tu sais si Mike Horn, il est aussi habité de tout ça ? J'ai pas compris ta question. Habité de quoi ? Est-ce que tu sais si Mike Horn, il est aussi dans une hygiène de vie, s'il pratique des purges, s'il est, est-ce qu'on peut considérer que ça concerne quand même beaucoup d'aventuriers ? Il y en a beaucoup qui ont capté ça, ou c'est quand même quelque chose de très perso ? Pour Mike Horn, ça m'arrive encore de regarder quelques-unes de ses vidéos. J'ai pas l'impression que ça a entraîné chez lui un changement d'alimentation. Et en général, chez les aventuriers que je connais, je n'en connais pas qui mangent vivant, ni même qui soient véganes. Okay. Après, je pense que si ils voyaient un aventurier, peut-être comme moi, qui leur présente les bénéfices dans les aventures à manger vivant, peut-être que là, ça leur parlerait. Surtout que quand on lit leur récit de voyage, en fait, les bons moments, ce qui leur amène du bien, en fait, c'est simplement parce que quand ils sont dans la pleine nature, à faire un effort physique, qu'ils galèrent et qu'ils n'ont plus assez à manger et qu'ils sont plus ou moins obligés de jeûner pendant un certain temps, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se nettoient le corps, c'est tout. Et c'est ça qu'ils font, qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent vivants et quand ils rentrent chez eux, ils ont envie d'y retourner parce qu'ils reprennent leur habitude de vie et ils s'encrassent à nouveau. Et moi, maintenant, peut-être que je continuerai de faire des voyages, mais j'en ai plus besoin. Parce que je sais comment nettoyer mon corps et non mon mental sans partir au fin fond du Canada pour me nettoyer puis vivre des épreuves qui m'épuisent physiquement, mais qui, quand on s'épuise physiquement, ça aide à faire des nettoyages. C'est pour ça qu'on se sent bien, c'est ce que recherchent les sportifs. Bien sûr, oui. Alors par contre, il y a une notion sur laquelle je te rejoins aussi, c'est quand tu exprimais un peu les raisons qui te poussaient à vivre ces expériences. Moi aussi, en tout cas, j'entendais en filigrane comme ça cette sensation d'être dans la vie, tu sais,
d'être vivant en fait, d'être vraiment dans la vie, quoi. Alors, tu dis que là, tu ressens plus trop le besoin, mais je trouve que c'est vraiment important justement de se sentir dans la vie. Et moi, je me sens dans la vie quand je suis en mouvement, quand je suis en déplacement, quand je suis en voyage, tu vois, par exemple. Mhm. Du coup, si tu dis que tu n'as plus trop besoin de ça, à quel moment tu arrives à retrouver cette sensation de te sentir dans la vie, tu vois, de te sentir vivant? Eh ben, au quotidien, parce que quoi que je fasse dans ma journée, il y a une partie où je travaille sur mes projets. Mes projets, c'est participer à la propagation, à la diffusion de ce que j'appelle l'éducation à la santé. Donc pour moi, c'est un travail, une mission de vie qui me passionne et pour lequel je travaille. Donc pour moi, c'est une aventure dans le quotidien, une aventure professionnelle. Et puis, à côté de ça, dans ma journée, parce que bon, on peut pas bosser toute une journée, au bout d'un moment, le cerveau puis le corps, ils ont besoin d'être en mouvement, comme tu dis. Donc là, j'ai toute ma panoplie de pratiques hygiénistes, donc dont la gamme est très large. Donc là, je choisis ce que j'ai envie le plus. Donc ça peut être en général, c'est souvent aller faire un tour en courant pieds nus, faire des câlins aux arbres, prendre un bain froid. Je rentre, je fais de la musculation. J'ai oublié le matin, la première heure du matin, je prends soin de moi, donc c'est respiration consciente, méditation. Et puis le soir, yoga. Et ça, c'est quasiment tous les jours, quoi. Donc en fait, avec toutes ces pratiques-là, eh bien, voilà, je nettoie mon corps, je nettoie mon mental tous les jours. Et donc, je me sens vivant et j'ai plus le besoin d'aller vivre des expériences de dépassement. Et c'est pas pour ça que je dis pas que je n'en ferai plus. Simplement, j'en ai plus le besoin. C'est-à-dire, si je le fais, c'est simplement pour faire quelque chose. C'est pas par réaction à quelque chose. Oui, je vois. Oui, ce qui te portait avant, il y avait un besoin. Là, Voilà. c'est très différent maintenant. Ouais. Besoin de sauver ma peau, alors que maintenant, je sais que ma peau, j'en prends soin comme il faut. C'est clair. Super, merci Florian. Je vois que ça file vite, hein, comme d'habitude, ça fait un peu plus d'une heure. Donc pour les gens qui veulent te contacter, tu nous rappelles, ils tapent Florian Gommet, j'imagine, sur Google, on tombe vite sur ton site internet. Oui, Florian Gommet sur Google, on tombe, premier site, c'est mon site internet. Et il y en aura un deuxième qui va être bientôt en ligne, qui parle de tous les stages que j'organise avec ma compagne et qui va s'appeler Free Your Life. Free Your Life, ok, Voilà. J'aime beaucoup. Ça me fait penser à Pura Vida au Costa Rica. D'accord. Écoute, merci beaucoup pour notre échange, Florian, c'était très intéressant. Merci à toi, Julien, pour ton invitation. J'ai trouvé ça très sympathique et voilà, ça m'a fait plaisir aussi de te rencontrer pour voir qu'on n'est pas seul à vouloir être servi par soi-même parce que c'est le meilleur moyen d'être satisfait et comme tu disais. Et puis peut-être qu'on remettra ça avec grand plaisir. Merci Florian, passe une belle soirée. Merci, bonne soirée à toi aussi, à tous ceux qui nous écoutent. À bientôt. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?»